effectivement toujours sur le sujet de l'évaluation, avec la question à poser, technique et ou bon sens. Donc, parce que quand vous avez une évaluation d'entreprise, la technique, enfin, comme on l'a vu, est incontournable, est indispensable. Elle peut même être relativement sophistiquée, complexe. Mais pour autant, ce n'est pas parce que vous avez une approche qui sera au plan mathématique très pointue que le résultat sera pertinent, probant par rapport à l'objectif que vous recherchez. Et je pense que dans tous les cas, il faut prendre du recul par rapport au résultat de l'évaluation et se poser la question de que signifie ce résultat, est-ce qu'il répond bien à mon objectif? Et donc ce sont des questions de bon sens qu'on va aborder, et je dirais avec un prisme particulier, compte tenu du public, en se mettant dans la peau, en fait, du repreneur d'une PME, quels sont les points de contrôle, les points d'interrogation ou de bon sens qui vont permettre de dire, bon bah, ok, là je suis peut-être dans les clous, ou là, au contraire, je suis en dehors des clous. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose qui est importante de rappeler. On voyait tout à l'heure effectivement que l'évaluation, ce n'est pas un logiciel, un paramétrage, on rentre 3 chiffres, on secoue et puis sort une valeur. Je dirais qu'il y a potentiellement, il y a autant de valeurs qu'il peut y avoir en fait d'acteurs, de personnes intéressées. C'est-à-dire que la valeur, c'est une notion qui est relative, qui va dépendre en fait du contexte, de l'évaluation, de l'objectif recherché, mais aussi de la personne à qui s'adresse l'évaluation. L'évaluation ne sera pas la même si on se place d'un point de vue vendeur ou d'un point de vue acheteur. Chacun pourra avoir sa propre stratégie, sa propre vision de la société, de son développement, et donc des valeurs qui sont différentes. Si on veut illustrer le propos, j'ai vu récemment un cas qui était assez patent sur le sujet. On a été interrogé pour évaluer une école qui exerçait sous un statut associatif, loi 1901, non lucratif, et qui était confrontée à des problématiques de financement public en baisse, et donc interrogation sur l'avenir, interrogation sur la valeur. Le point de départ de la réflexion, c'est de se dire, très bien, en termes d'évaluation financière, que peut valoir une structure non lucrative qui n'a pas la possibilité de remonter des dividendes ou des cash flows à un actionnaire, puisqu'il n'y a pas d'actionnaire et il n'y a pas cette capacité, compte tenu effectivement du cadre juridique et de l'environnement de l'école. Puis au fil des discussions, des réflexions, sont rentrés dans les discussions des fonds d'investissement qui, eux, ont été porteurs d'un projet. Et là où, au départ, on se disait, est-ce que ça a une valeur, est-ce que ça peut avoir une valeur, et si une valeur, elle est forcément limitée, compte tenu du fait qu'on ne disposera pas d'un actif ou de remontée financière sous forme de dividendes ou de trésorerie, les fonds sont arrivés avec un projet de restructuration qui permettait de filialiser certaines activités lucratives, de créer une structure lucrative avec possibilité de remonter le résultat des activités, avec aussi des fonds pour développer l'activité de l'école avec l'ouverture de nouveaux campus. Et donc là, tout de suite, on est arrivé effectivement à pousser un exercice d'évaluation qui donnait une valeur qui n'avait plus rien à voir avec la valeur qu'il y avait au départ, parce que le projet n'était plus le même, la vision du futur n'était plus la même. Et donc, la valeur est bien quelque chose qui va être en fonction de l'environnement et de la personne à qui on s'adresse. En tant que repreneur, je pense que la valeur, il y a deux questions à vous poser, potentiellement, ou au moins ces deux-là. C'est quelle est la valeur du point de vue du cédant, parce que ça va être ma capacité de négociation, c'est-à-dire que quelle est l'idée que lui peut se faire de la valeur, et comment moi je peux l'objectiver pour rentrer dans une phase de discussion, pour l'amener peut-être un peu de raison s'il a une vision un peu haute de la valeur de sa société, et puis quelle est la valeur que la société peut avoir pour vous, compte tenu de votre projet, qui ne sera pas forcément dans la continuité de l'activité de la société jusqu'à présent. Et donc, tout ça pour dire aussi que la valeur, en fait, la valeur, elle dépend du futur. C'est-à-dire que la valeur d'une société que vous allez acheter, c'est ce qu'elle va vous rapporter. Je dirais, peu importe ce qu'elle a pu rapporter au précédent exploitant, au précédent actionnaire, pour vous, la valeur de la société, c'est bien les revenus futurs, les plus-values futures que dont vous allez bénéficier en devenant le nouvel exploitant, le nouvel actionnaire de la société. Toujours pour illustrer le propos, il y a quelques années, j'étais intervenu sur l'évaluation d'une mine de charbon qui était en fin d'activité. Dans le cas d'obligations, ça dépendait d'une structure parapublique qui devait se désengager.
Et mon interlocuteur, au départ, me dit, bon voilà, on a besoin d'une valeur, c'est partie de la réglementation, donc faites l'évaluation, mais pour moi c'est simple, on a un niveau d'activité et de rentabilité qui est assez stable, donc on va faire la moyenne sur les 3 dernières années, et puis on va appliquer un multiple, ou alors on va capitaliser le cash flow dégagé par l'activité, dès lors que celle-ci est relativement stable. Si n'est que quand on creusait un petit peu le sujet, on se rendait compte que le gisement n'avait pas une fin qui était finie, c'est-à-dire que l'exploitation pouvait encore durer 5 à 10 ans selon les estimations qui avaient été faites, mais certainement pas, on n'était certainement pas dans une continuité sur 20, 30 ou 40 années au-delà de la date d'évaluation. Et surtout, c'est qu'au-delà de cette période de temps limitée que connaîtrait le repreneur pour exploiter la mine, se posaient des problématiques de remise en état du site et donc de coûts importants à dégager que n'avait pas eu à supporter le précédent exploitant. Et donc, on voit bien que dans ce cas, la valeur qu'a pu retirer le précédent exploitant et celui que peut attendre le repreneur n'est pas du tout la même, et qu'en tant que repreneur, vous êtes bien sur l'avenir et non pas sur le passé. Une fois qu'on a dit ça, donc l'évaluation n'est pas une science exacte, il faut relativiser et remettre l'évaluation dans son contexte. On a un résultat qui n'est certainement pas une valeur absolue, c'est-à-dire qu'en évaluation, on est sur des fourchettes de valeurs, c'est-à-dire que vous allez faire votre exercice d'évaluation. L'objet ici n'est pas de développer la technique, mais vous allez arriver à vous dire, voilà, la société, fausse manip, la société vaut potentiellement, compte tenu de mon projet, je sais pas, entre 100 et 125, mais ce sera pas, on ne va pas conclure en disant elle vaut 110. Et donc, dès lors qu'il y a plusieurs variables, plusieurs paramètres, dès lors qu'on est sur l'avenir, donc l'avenir avec une incertitude, avec des aléas, il est utile de faire ce qu'on appelle des tests de sensibilité. Alors, on le voit de manière classique sur des paramètres techniques d'évaluation que sont un taux de croissance, un taux d'actualisation, mais ce qui est important, c'est de le faire aussi sur des paramètres opérationnels. C'est de vous dire, ok, très bien, j'ai fait mon business plan, l'exercice qu'on vient de voir, j'ai une vision qui est une vision moyenne, médiane, mais qu'est-ce qui se passe si demain, j'ai là où je projetais une marge à 11%, ma marge n'est plus que de 9,5%. Il faut aussi regarder ce que ça donnerait si la marge augmentait à 12% au lieu des 11%. Est-ce que ça a un impact significatif ou pas sur la valeur ? Est-ce que ça peut remettre en cause mon projet d'investissement parce que la valeur va me servir en fait à articuler un prix, et si ma valeur est trop haute, mon prix sera trop élevé, et potentiellement, là où j'espère avoir un gain à l'avenir, je prends le risque de m'appauvrir. Et on peut être dans une situation où le fait de passer de 11 à 9,5% de marge est quelque chose de très probable, très vraisemblable, et avoir un impact très important sur la valeur. Donc je pense qu'il faut effectivement tester ces aspects, ce que j'appelle, ces hypothèses opérationnelles, c'est-à-dire celles qui sont au cœur de l'activité, qui sont les structurants de la rentabilité future que vous retirerez de la société que vous chercherez à acquérir. Ces rappels faits, quand on évalue une société, une des premières étapes, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est de procéder en fait à un diagnostic stratégique, c'est-à-dire de comprendre quel est le business model de la société, comment elle fonctionne, quels sont les grands équilibres, et puis quelles sont les principales variables. Donc, toujours dans l'optique d'une reprise, je pense qu'il y a quelques points qui sont majeurs à identifier. C'est la question des personnes clés de la société. C'est-à-dire que vous allez certainement intervenir ou examiner des sociétés qui seront dans des environnements TPE, PME, et pas forcément organisées comme peuvent l'être des grands groupes, avec des services qui sont structurés de telle manière que si une personne est en incapacité, les relais s'opèrent. Quand vous êtes dans l'environnement des PME, vous pouvez avoir une dépendance très forte à certaines personnes. Alors, on pense souvent en termes d'hommes clés aux dirigeants d'entreprise, le chef d'orchestre. On a eu récemment un exemple, pour illustrer le propos, en renforçant un peu le trait, mais d'une société qui était une société de travaux publics, qui avait une bonne rentabilité, une récurrence dans son activité. Tout allait bien, on aurait pu faire un plan d'affaires, faire un DCF dessus et donner une valeur assez...
relativement importante à la société, si ce n'est qu'en creusant un petit peu, on s'est aperçu que tout le commercial, tout le flux de business entrant de la société reposait à plus de 95% sur le dirigeant, qui était le cédant, qui serait sorti à l'issue de la session, et que ça reposait sur lui, non pas simplement parce qu'il avait effectivement que c'était lui qui était le signataire des contrats, mais parce que l'activité était implantée localement, mais relevait de son réseau relationnel personnel. Donc quand on est dans ce cas de figure, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je fais mon exercice de valorisation, mais la valeur, elle appartient à qui? Elle appartient à la société, ça fait partie du fonds de commerce de la société, ou alors c'est une valeur d'intuitu personnel qui est liée à la personne du dirigeant, et le jour où il part, et il partira dans le cadre de la cession, la valeur du fonds de commerce peut se retrouver très fortement amoindrie. Alors, on pense aux dirigeants, je pense que l'analyse ne doit pas être réductrice, il peut y avoir d'autres personnes clés, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un dirigeant animateur, mais dont le remplacement peut s'organiser, mais avoir une dépendance par rapport à certains commerciaux, par rapport à un patron de la R&D qui serait génial, etc., etc. Et donc, tout ça pour dire qu'il est important, en fait, de bien regarder comment est organisée l'activité, quelles sont les conditions de sa pérennité, pour vous permettre, vous, de vous projeter et de bien tirer les conséquences de ce changement d'actionnaire. Ça va vous amener aussi, donc, identifier alors les facteurs clés du succès, donc facteurs de risque, on en a parlé, puis ça va vous permettre aussi de définir quel sera, je pense, votre propre plan d'affaires, parce qu'on parlait du business plan, il y a le business plan du cédant qui s'inscrit en continuité, il a toujours géré la société comme ça. Vous pouvez avoir une vision différente où il peut y avoir des ruptures avec des départs de personnes. Et donc, votre plan d'affaires, votre vision du futur, qu'est-ce qu'elle va impliquer comme moyen, comme ressource pour justement permettre le développement que vous souhaitez ou le maintien de l'activité que vous recherchez en achetant cette société. C'est-à-dire que s'il y a des départs, il faut remplacer. Combien coûte l'investissement en personnes? C'est le coût du cabinet de recrutement, c'est le coût d'un salaire qui ne sera pas forcément au même niveau. Donc autant de questions à vous poser. Ça peut être, si vous êtes sur une société qui est en phase de croissance, des investissements matériels, parce qu'il va falloir acheter une machine supplémentaire. Vous êtes dans un environnement où la technologie peut avoir son importance, pareil, il va falloir acquérir les nouvelles technologies. Donc, tout ce travail de diagnostic est utile pour mener l'évaluation, mais je pense aussi pour poser les bases de ce que sera votre vision, votre projet. Ça peut se faire, comme on l'a vu effectivement sur base d'une matrice SWOT. Je pense que ce qui est important ou utile de retenir, c'est que dans la SWOT, c'est qu'effectivement il y a des paramètres qui sont internes, propres à la société, les forces et les faiblesses, et puis il y a des paramètres qui sont externes, qui sont liés à l'environnement, c'est-à-dire que la société, c'est pas juste un objet qu'on regarde comme ça, pris isolément, mais il interagit avec son environnement qui peut être porteur, une concurrence qui peut être plus ou moins intense, des problématiques d'évolution stratégique, que sais-je, etc., etc. Quand on dit ça, vous allez vous lancer dans un exercice d'évaluation. L'évaluation, la bonne pratique veut qu'on soit sur du multicritère parce que ça permet de se rattraper. C'est-à-dire que si, quelque part dans un des critères d'évaluation, dans une des approches d'évaluation que je mets en œuvre, il y a un paramètre qui est mal maîtrisé ou qui est faux, le fait d'avoir un deuxième critère d'évaluation, ça va permettre de se recouper. C'est-à-dire que si j'ai deux valeurs, une valeur qui me donne 20, l'autre qui me donne 150, il y a un problème. Après, si j'en ai une qui est à 100, l'autre qui est à 120, quelque part, ça se corrobore. C'est de manière à se rassurer sur le résultat de l'évaluation. Et attention, quand on fait cet exercice du multicritère, chaque critère a une signification qui lui est propre. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne fait de moyenne de critères. C'est-à-dire que si vous faites une approche analogique par comparaison, que vous allez faire un multiple d'EBITDA, qui va être le multiple observé sur des sociétés comparables, ça va être la valeur de cession de la société. Si vous faites un DCF, que vous allez actualiser les flux de votre business plan, là, ça va vous donner la valeur intrinsèque de la société qui pourrait être différente. Et donc ça, c'est la valeur de votre projet. Et on met entre la valeur de marché, la valeur de cession, puis la valeur de votre projet, sont deux choses qui sont différentes. Et faire la moyenne des deux, que ce soit pondéré ou pas pondéré, je ne suis plus capable de donner de sens, et donc ça n'a pas de sens. Donc il faut prendre chaque critère et le prendre pour ce qu'il signifie.
quelques points d'attention sur le plan d'affaires, sur les approches par les flux. C'est un exercice qui, souvent, par construction, est empreint d'un optimisme certain. C'est-à-dire que ça traduit les ambitions, on est souvent dans une dynamique, un état d'esprit très positif quand on fait un DCF. Si vous êtes repreneur, voilà, vous n'avez pas faire des prévisions pour dire je vais me planter, on va descendre à la cave. Pareil, au niveau du cédant, c'est son outil de pilotage, ça fixe des ambitions. Pour autant, il faut garder un petit peu de recul et se dire, bah voilà, si je fais plus 10% de croissance chaque année, le résultat au bout des 5 ans, au bout de 10 ans, est-ce que c'est quelque chose de cohérent par rapport à ma capacité d'aller chercher des parts de marché, par exemple? Il faut aussi tenir compte des effets de seuil. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice qui est linéaire, qui va être régulier. C'est-à-dire que pour accompagner, si vous êtes sur un plan d'affaires qui a une croissance embarquée importante, la question qu'il va falloir se poser, c'est à partir de quand je vais devoir renforcer mon équipe commerciale, à partir de quand je vais devoir investir dans mon outil industriel. Et autant d'éléments dont il va falloir tenir compte dans votre évaluation, parce que c'est bien une sortie de ressources que vous allez devoir réaliser à un moment. Ça pose aussi la question, je pense, et ça c'est un point d'attention, enfin, je pense, important dans l'évaluation, des impasses de trésorerie qui peuvent exister. Ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais quand ça existe, enfin, ça peut être assez dramatique. C'est-à-dire que pour illustrer le propos, vous faites votre séquence de cash flow futur. Donc, vous estimez, la première année, je vais faire plus 100. La deuxième année, je fais moins 200. Et puis la troisième année, je fais plus 500. Donc oui, très bien, 100, moins 200, plus 500, la société vaut 400. Si ce n'est que quand vous avez fait ça, à la fin de la première année, vous avez 100 en caisse. La deuxième année, vous n'avez pas de quoi la financer si vous n'avez que 100 en caisse. Donc vous avez une société qui potentiellement, qui sur le papier, sur Excel, vaut 400, mais qui potentiellement est morte la deuxième année parce qu'elle est potentiellement en situation de cessation de paiement. C'est-à-dire qu'il faut regarder tout de même quelle est la séquence de flux, ce que signifient les chiffres, et donc dans le financement d'opérations, se poser la question du rachat des titres, des actions que vous allez acheter, mais aussi du financement de l'activité, financement des investissements, et puis éventuellement financement de, je dirais, enfin, on a une attention particulière sur les impasses de trésorerie. Et ce sont des cas qui existent, enfin, qu'on a déjà eu à traiter. On a mis entre parenthèses le cas Lehman Brothers. La faillite de Lehman, qui a tout de même été retentissante, ce n'est pas un problème de valeur. C'est-à-dire que les actifs valaient plus que les passifs. C'est juste le fait qu'à un moment, la banque n'a pas été capable de faire face à ses engagements parce qu'elle n'avait pas la liquidité suffisante. C'est une crise de liquidité. Et donc il y a bien, je pense, ces deux facteurs. C'est-à-dire que vous avez une valeur qui est une valeur financière théorique, mais qui doit aussi correspondre à un scénario, à une histoire qui passe sur le papier. Vous avez aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, enfin, vous allez arriver avec votre projet qui pourra être différent. Il y a des impacts sociaux, environnementaux. C'est-à-dire que si vous devez, voilà, vous estimez que l'équipe n'est pas correctement dimensionnée par rapport à votre projet, vous allez pouvoir être amené à devoir licencier. Combien ça coûte? Il faut le prendre en compte. À l'inverse, vous allez pouvoir considérer qu'il faut embaucher. La question se pose également. Vous avez une société qui a 3 sites, ça vous semble plus rationnel de regrouper sur 2 sites ou sur un site, vous avez fermé un site. Est-ce qu'il y a des considérations environnementales? Est-ce qu'il y a une nécessité de remettre en état, de dépolluer? Là, on est sur des sujets qui ne sont pas toujours abordés quand on fait l'évaluation financière, mais qui peuvent coûter relativement cher, et sans qu'on soit sur des activités industrielles, enfin, lourdes. Une station-service, il peut y avoir une obligation de dépollution et avec une incertitude très, très forte. Et pourtant, on reste au niveau d'une petite structure. Autre point d'attention, c'est que quand vous faites votre plan d'affaires, vous allez attribuer une valeur en actualisant les flux qui en résultent. C'est de vous poser la question aussi, c'est très bien dans ce que j'ai actualisé, qu'est-ce qui est intrinsèque ou qu'est-ce qui revient à la société que je vais acheter telle qu'elle existe aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui va être la résultante de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a
je pense, une réflexion à avoir sur le partage de la valeur entre le cédant et l'acquéreur, dès lors que c'est votre projet, ce sera votre valeur ajoutée, puis c'est vous qui allez mouiller la chemise pour effectivement développer la société, et ce travail doit vous revenir, ne revient pas au cédant. Donc, quelle est la valeur, on va dire, de manière simplifiée, du fonds de commerce de la société dans sa configuration actuelle, et puis qu'est-ce que je vais lui apporter? L'ensemble fera la valeur de votre point de vue, mais pour autant, ce que vous payez, ça n'est que la première composante. Sur les approches analogiques par comparaison, c'est-à-dire les approches quand on est sur des multiples, je pense qu'un point important, c'est qu'on voit quand on fait des évaluations qu'on a souvent, effectivement, on regarde quels sont les multiples sectoriels. Pour autant, ce n'est pas juste le secteur d'activité qui va faire la valeur de la société. C'est-à-dire que deux sociétés qui interviennent dans le même secteur, tout à l'heure, on a un exemple de sociétés, enfin d'éditeurs de logiciels, quand on regarde effectivement dans le secteur des ESN. Alors, l'exercice se fait sur des sociétés cotées parce que l'information existe, mais on voit qu'on a une corrélation souvent assez forte entre le multiple et la taille de la société. Et donc, au plus la société est petite, au plus le multiple sera bas. Et donc, quand vous êtes effectivement avec des conseils ou des conseils du vendeur qui vous disent « bah oui, non mais dans le secteur, ça se vend 6 fois l'EBITDA », si ce sont des sociétés qui sont plus importantes, ce sont des sociétés qui ont accès à des marchés potentiellement plus important que ceux auxquels vous aurez accès, qui sera plus diversifié géographiquement, qui aura une meilleure répartition de son risque, et tout ça, ça impacte la valeur. Donc je pense qu'il faut garder présent à l'esprit que la valeur est souvent proportionnelle à la taille de la société, et donc quand vous intervenez sur des ensembles, des objets de plus petite taille, ça doit se répercuter sur la valeur, parce que vous avez un risque qui est plus important du fait d'une moindre taille. Autre point d'attention sur ces approches analogiques, c'est que quand vous appliquez un multiple d'EBITDA, souvent, en tant qu'évaluateur, on est content quand on a réussi à fixer le multiple. Et bon, voilà, ça vaut 7 fois l'EBITDA, très bien, mais la question c'est quel est l'EBITDA que je retiens? C'est quoi mon EBITDA normatif? C'est quoi l'EBITDA que je suis capable de projeter sur le moyen terme? C'est-à-dire que ce n'est pas l'EBITDA des exercices précédents qui peut être pollué d'éléments non récurrents qu'il faut retraiter. Ce n'est pas non plus nécessairement celui des exercices précédents parce que vous pouvez avoir des tendances de marché ou des dynamiques de marché qui ne seront pas les mêmes dans les années qui viennent par rapport aux années précédentes, que ce soit une tendance générale, des effets de cycle, c'est-à-dire que vous pouvez être en haut de cycle, en bas de cycle, et donc il y a un travail à faire de manière que vous avez fait le travail de plan d'affaires sur l'agrégat normatif, l'agrégat auquel vous allez appliquer le multiple, pour savoir quel est le niveau pertinent dans une vision de moyen long terme que vous allez avoir. Et pour conclure, je dirais peut-être deux points de bon sens, d'attention, c'est que si on revient sur l'exercice du DCF, de l'actualisation, il y a des calculs qui permettent de déterminer le coût moyen des capitaux propres avec des paramètres, des primes de risque, des bêtas. Mais à la fin de la journée, la question à se poser, c'est très bien, j'ai déterminé mon coût des fonds propres, mais est-ce que moi, en tant qu'acquéreur, en tant qu'investisseur, j'ai une rentabilité qui me satisfait? C'est-à-dire que si sur le papier, je suis capable de rationaliser 7%, est-ce que moi, je suis prêt à investir pour n'avoir que 7% de retour compte tenu des risques que je prends? Et là aussi, je pense que souvent l'exercice est applicable sur des sociétés d'une certaine taille. Quand on est sur des petites structures, il y a des seuils. Je pense que voilà, il y a 10% qui est un premier seuil, et puis plus en fonction du risque. Et puis pour conclure, je crois que un des points de contrôle, de rebouclage, c'est de se poser la question de la cohérence entre la valeur et puis le plan de reprise que vous allez mettre en œuvre. C'est-à-dire que là, je dirais que le banquier peut devenir un garde-fou. C'est-à-dire que si vous faites un exercice d'évaluation, que vous arrivez à une valeur, mais qu'on n'est pas capable de financer cette valeur parce qu'elle est trop haute, quelque part, ça invalide la valeur. Et une autre manière de se poser la question, c'est quel est votre retour sur investissement? C'est-à-dire que quand vous achetez, vous attendez d'avoir remboursé au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ce ne sera pas 10 ans, ce ne sera pas 12 ans.
Donc ça aussi, c'est un moyen de vous assurer que la valeur à laquelle vous êtes arrivé par construction mathématique est acceptable. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, merci.